Maintenant, on n'est pas devant un être humain. D'abord, quand les profils d'ablation, je suis tout seul, devant un dossier bien fait. Et je suis en train de faire mon travail d'architecte. C'est pour ça que je dis aux patients, je ne vous réponds pas le même jour. Il faut me donner du temps de réflexion. Je ne suis pas censé réfléchir devant un patient. Je ne suis pas censé sortir ma calculatrice devant le patient. Je ne suis pas censé donner une attitude et prendre des choix devant le patient. Le patient et sa famille me stressent. Ils sont pressés. Au moins, tout ce qui les intéresse, c'est le pronostic, c'est focage, c'est prix, c'est combien. Ils me mettent de la pression. Le regard me dérange. Donc, je prends les éléments, je prends tout ce qu'il me faut, je leur signe un visa de sortie, qui me sur la sortie, ils vérifient notre dossier complet, ils partent. Et maintenant, je sors de ma bulle de médecin qui fait le contact, qui fait l'examen, qui discute, et je m'enferme dans une salle avec mes orthoptistes et mes techniciens, et on fait les calculs. Maintenant, c'est le rôle de l'architecte. Comment on va faire les calculs dans une chirurgie réfractive? Pachymetric rules. Ça, c'est des moyens, c'est des choses qui sont très connues. Hein. On va les passer rapidement. Pachymetric rules, c'est quoi? C'est la quantité du tissu que vous allez enlever, comment vous allez pouvoir la calculer. Est-ce que vous savez le faire? Qui sait calculer la profondeur d'ablation? Vous allez faire un laser. La formule. PKR, ICL, PKR LASIK. Pour le smile, je ne le pratique pas, je ne peux pas en parler. Je pense que ça doit être la même chose, parce que c'est une ablation aussi, c'est une extraction. Mais je vais parler de LASIK. La même formule s'applique au LASIK qu'à la PKR. C'est quoi? C'est comment calculer la profondeur d'ablation avec le laser, avec la puissance dioptrique et la zone optique. Les paramètres. Quels sont les paramètres? L'ablation qu'on va faire au centre est égale à la puissance négative de la correction fois le tiers de la zone optique au carré. Je vous la montre ici. C'est très important parce que pas tous vous avez des logiciels et des machines dans le cabinet pour faire des calculs, mais il faut la faire. Donc, ablation depth est égal zone optique au carré divisé, alors le tiers sur 3 fois la puissance que vous voulez traiter, intercorrection ou la puissance que vous allez traiter. Mais il y a une particularité. La zone optique, c'est vous qui allez la déterminer. Vous allez la zone optique اللي بغيتي traiter. واش غنتريتي une zone optique de 6 واش une 6,5 واش وعلاش غنختار 6 هادشي كله. La puissance dioptrique, elle est déterminée. La puissance dioptrique, elle est déterminée par votre réfraction. Et la résultante, c'est ablation depth. Et puis, quand vous calculez ablation depth, et vous allez voir est-ce qu'elle est dans les normes, et vous allez essayer d'ajuster. Je suis à la réfraction, je couche au corrige, je suis à la zone optique. Comment calculer? La puissance, je vous donne moins 3, moins 2 à 180. Quelle puissance vous prenez? Moins 3, moins 2 à 180. À l'âge moins 4. Vous êtes sûr? À l'âge? Oui. Alors, moins 4 ou moins 5? Moins les moins 4? Moins 4. Moins 5? Moins 4 et demi. Alors, toujours considérez le cylindre en positif. Toujours inversé. Parce que moins 3 et moins 2, c'est deux profils d'ablation. Vous avez le laser qui va descendre avec un profil sphérique, et traiter ablation de moins 3. Et puis vous avez le laser encore qui va encore descendre avec un profil de moins 2 sur un axe. Donc vous avez les deux. Donc pour le calculer, la machine de laser, elle fonctionne toujours en cylindre positif. On sera du moins 5 plus 2 à 90. Et donc, cette ablation, elle va correspondre à quoi? Elle va correspondre à deux profils. À la cornée, il y a l'ablation du moins 3. D'accord? S'ajoute
une ablation du moins 2. Donc ici, la zone centrale, li huwa Central Ablation Depth, on calcule le centre et pas la périphérie. J'ai une addition de 2 ablations. J'ai le moins 3 et le moins 2. Donc toujours, l'ablation اللي عندي هنا, c'est-à-dire le plus 2, c'est une ablation périphérique qui n'est jamais considérée dans l'ablation, dans le profil d'ablation. L'équivalence sphérique n'a rien à voir avec les ablations. L'équivalence sphérique, c'est un problème optique. L'équivalence sphérique, on a des équivalences sphériques du cylindre, on a même l'équivalence sphérique de la coma, du tréfoil qu'on peut mélanger entre eux et donner ça rend de root mean square en général des aberrations de l'œil. Donc, le calcul de profondeur d'ablation, il se fait sur la partie négative, j'ai mis en rouge, et en considérant un cylindre. Donc le cylindre doit être positif. Et donc, quand vous avez, par exemple, il y a des patients qui viennent, ailleurs, un au moins 5 de sphères, un au moins 4 de cylindres, ou tu dis que PKR, tu as que moins 5. Non, tu es en train d'ablater moins 9. Attention. Moins 5 et moins 4 de cylindres, c'est du moins 9. On est dans la myopie très forte. Et nous dans l'ablation très très forte. Par contre, si vous avez un patient qui a plus 2, regarde, c'est comme d'autres exemples. On va dire un patient qui a plus 3, moins 2, je ne sais pas, 180. On ablate combien au centre? On ablate combien au centre? On n'ablate rien au centre. On n'ablate rien au centre. C'est un astigmatisme. C'est un astigmatisme hypermétropique composé. Donc les astigmatismes, il faut les connaître. Il y a l'astigmatisme composé, l'astigmatisme mixte. Où le composé fait l'hypermétropique ou fait le myopique. Donc ici, il y a un positif. Tu l'as dit plus 2, plus 1. Donc là, j'ablate rien au centre. Le centre, 0. Tu vois les profils d'ablation. Donc, toujours, s'il vous plaît, quand vous faites de la réfractive et quand vous voulez commencer votre calcul, bête et systématique, je prends la formule réfraction, je mets le cylindre en positif. Je calcule l'ablation, je mets l'ablation, je mets la zone optique. La zone optique, on est limité. On passe, donc, à dire. Alors, les règles. Quand on fait de la pachymétrie, c'est pour avoir finalement des limitations. Parce que si on n'avait pas de limitations, on aurait fait ce qu'on voulait. Avec moins 10, tu as des limitations réglementaires. Quand on fait une PKR, il faut que quand l'épithélium revient à sa place, il faut qu'on ait 400 microns d'épaisseur. Ça, c'est la PKR de la métropie, pas la PKR du kératocone. La PKR du kératocone, on tolère moins. La PKR de la réfractive, c'est-à-dire qu'après, on a un patient qui a 460, on peut ablater jusqu'à 60 microns. Donc on enlève l'épithélium, supposons qu'on a calculé l'épithélium fait 50, on a ablaté 60, l'épithélium va réagir. Mais réagir l'épithélium, je vais dire 400 tolérable. Si elle dépasse, l'épaisseur avec l'épithélium est inférieure à 400, je dois trouver un moyen pour diminuer l'ablation. Donc soit je vais réduire la zone optique, soit je vais réduire la réfraction, soit je vais chercher une autre technique. Il n'y a pas une autre solution. C'est soit je réduis, et encore pour chaque chose, j'ai des limitations. Pour le LASIK, il y a 2 règles. Il y a le residual stromal bed, qui doit être, c'est-à-dire qu'on a coupé le flap, et reste un lit stromal, on enlève, ce qui reste doit être au-delà de 300, mais le PTA qu'on va voir tout de suite doit être inférieur à 40%, c'est ce qu'on va voir. Suivante, slide suivante. Alors, les kératométriques, un patient, il a une réfractive cornéenne. Je vais lui faire du LASIK ou de la PKR, ou du SMILE. Je vais modifier 2 paramètres sur lesquels il y aura d'autres conséquences. Premier paramètre, je vais diminuer l'épaisseur de certaines zones. Donc, je dois calculer les épaisseurs
post-opératoires et je vais modifier les courbures. Donc je dois avoir une prédictibilité des courbures post-opératoires. Je dois savoir les calculer. Comment on va les calculer? J'ai moins 3, on va un petit simple. Donc c'est kératométrie post-opératoire. J'ai un patient, je vais traiter de moins 3. Moins 3. Simple. Kératométrie K1, K2. 45,1, 45,3. K1, K2, post-op. La prédictibilité post-opératoire, combien va avoir la kératométrie post-opératoire? La machine vous la donne. Topographie, tu exportes, à calculer la kératométrie. Mais vous êtes dans votre cabinet, vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'accès à la machine. Ben, vous devez le calculer. Quand j'ai moins 3, c'est du négatif. Donc j'ai moins 3 plus 0, axe, ma كاينش. C'est la formule d'hier. Donc je vais prendre la partie négative. Je vais la multiplier fois 0,8. Tout ce qui est négatif. Donc ça va faire sur la cornée moins 2,4. C'est une conversion lunette cornée. Et je vais l'appliquer sur les deux. Moins 2,4, moins 2,4. اللي كيعرف الحساب يعطيني شحال ما عرفتش 40 42,7 وهذه 42,9. Voilà, donc j'ai calculé mes kératométries post-opératoires. Est-ce que cette kératométrie post-opératoire rentre dans la limite normale? Oui, la limite normale c'est entre 35-36 jusqu'à 49. Donc une cornée que je vais modifier, il ne faut pas que je dépasse en maximum 49, et il ne faut pas que je vais vers moins de 35-36. Maintenant, j'ai un astigmatisme moins 2 à à 15. Comment je le calcule? Donc ici, ici moins 2, moins 2. Voilà. Il faut convertir en positif. Donc je vais faire ça. C'est des calculs. Est-ce que vous pouvez faire ces calculs-là devant les malades? C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez programmer les malades? C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps. Moins 5 plus 2 à, on va dire, 80, 105. K1 K1 42 points, on va dire 5. K2 si on dit ainsi là, on va me mettre 44,5. On est d'accord? Yak. Maintenant, comment je vais appliquer la règle? Je vais commencer par le cylindre. J'ai deux, en fait. J'ai la kératométrie maximum et la kératométrie minimum. J'ai la maximum, l'inférieur et la supérieure. Je vais d'abord prendre l'inférieure, je vais la traiter. Et je vais créer K1 prime. C'est quoi K1 prime? Quand j'ai appliqué uniquement le cylindre. Je vais prendre plus 2 fois 1,2, 2,4. Et je vais la rajouter au K1. Il y a 44,9. Donc, mon K1 prime est devenu supérieur au K2. J'ai inversé un petit peu le cylindre. Maintenant, quand on dit le calcul, là. De toute façon, je ne vais pas inverser son cylindre. Il a un cylindre conforme, je dois le garder conforme. Non, غادي نمشي ندير غير moins 1,50. إلا كان l'astigmatisme conforme, gardez le conforme, حنا غنجيو l'astigmatic rules. Je vous donne, دابا نمشيو حنا بحال تريتينا هادشي كله. 42 donc on عندي K1 prime, K1 2 prime est égal 44,5. Donc تقلبوا. Et après, je vais avoir K1 seconde, K2 seconde. Je vais traiter les moins 5.
Donc moins 5 fois 0,8, ça fait moins 4. Donc je prends le 44, donc ça fait 40,9. Et ça fait 40,5. C'est ça la kératométrie post-opératoire. Et je sais que j'ai inversé mon cylindre sur la topographie. Mais topographie, je vais trouver que dès que l'axe, l'axe, un petit cylindre résiduel, mais dans l'autre sens. Et je dois être dans la possibilité de ne pas l'inverser. Donc je vais aller refaire mes calculs en réduisant 0,50 et de refaire mes calculs jusqu'à ce que le K1 seconde soit toujours un petit peu plus plat que le K2 seconde. Est-ce que vous avez compris? Donc, il vous faut du temps de réflexion et du temps de calcul. Je le fais avec ma machine, je l'ai sur place. Je ne peux pas calculer pour tout le monde. Je le fais, tac, tac, non. Réduis un peu le CKJ. On va faire moins 2, non, on va faire moins 1,50. Voilà. Quand tu ne veux pas l'inverser, tu modifies sur le cylindre. Et quand tu modifies sur le cylindre, il faut revenir à l'équivalence sphérique. Parce que l'équivalence sphérique, c'est de l'optique. C'est ce que voit l'œil. Si je réduis moins 0,50, plus 1,050, je dois la passer ici et ça va devenir moins 4,75. Pour avoir le même équivalence sphérique que j'ai programmé initialement. Vous avez compris? La réfractive, quand vous êtes seul, c'est des mathématiques. Il faut prendre le temps de prendre une calculatrice et de calculer les kératométries post-opératoires et de calculer la profondeur d'ablation et vous devez les connaître. Mais le traitement, vous vous approchez. Vous vous approchez. Quand je n'avais pas encore ma machine sur place, je partais à la clinique avec les kératométries que j'ai calculées. En général, quand on fait la simulation, très très proche de ce que j'avais déjà calculé. Et c'est grâce à ça que je dis aux patients, je peux t'opérer, je ne peux pas t'opérer, je vais aplatir. Et quand vous avez des malades qui ont une très bonne épaisseur, 580, kératométrie initiale d'Arlik 38. Et vous avez traité moins 5. 580, moins 5, c'est génial pour faire un LASIK. Et on va trop aplatir. Parce qu'il faut calculer la kératométrie post-opératoire et qu'elle ne soit pas très plate. Parce que vous allez créer un effet assiette. Et on va voir les aberrations qui s'ensuivent. Donc, voilà. Kératométrie close, c'est que la kératométrie post-opératoire peut toujours se situer entre 36 et 49. Et ça, c'est le B à bas. C'est le B à bas. Il n'y a pas que ça. La modification réfractive importante quand je traite un moins 8, un moins 9, un moins 10, et quand je dois réduire la zone optique, je ne crée pas qu'une aberration de bas grade qui va contrebalancer ma myopie, je crée aussi des aberrations de haut grade. C'est pour ça que les patients qu'on traite de forte amétropie par du laser, ils ont des halos, ils ont des aberrations. Donc, c'est même sur basique, mais les niveaux avancés, on pourra même prédire les Q-values post-opératoires, on va voir des cas. On continue. Alors, troisième chose importante, optical zone. La zone optique que vous allez traiter. La taille de la pupille. La taille de la pupille, c'est la fenêtre de l'œil. Une petite taille donne une vision, une grande taille de notre vision. D'ailleurs, parmi les tests qu'on utilise, c'est le trou sténopique. Le trou sténopique, c'est quoi? C'est annuler la taille de la pupille. Si on va mettre une taille nulle, à l'infini nulle. Une taille qui est à l'infini nulle. Donc, l'aberration qu'on va générer ou qu'on va traiter, elle dépend de cette taille de la pupille. Donc, je ne me limite pas à la taille que j'ai, la moyenne, j'ai une pupillographie pour tous mes malades. Tous mes patients. Mésopique, scotopique et photopique. Alors, là, Andy, la photopique, c'est la pupillographie avec lumière. La machine, elle va donner de la lumière. C'est la machine qui s'occupe pas. Vous mettez dans une ambiance sombre. La machine va donner un flash de lumière et elle va te mesurer la taille de la pupille. 4,26. Ensuite, elle va se mettre en condition mésopique. La pupille va se dilater un petit peu. Elle va te donner la taille de la pupille mésopique. Et ensuite, elle va se mettre dans le noir. Pour que ce soit une vraie scotopique, il faut que ça soit complètement noir. Ouais. Donc qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Pour avoir du noir et pour mesurer celle-là. Hein? Un cache. Mais qu'un dit rouge.
Je ne le fais pas. Parce qu'on n'a pas besoin. On ne voit pas dans le noir. La pupille scotopique, dans le noir, c'est pour la neuro-ophtalmologie, pour voir les réflexes photomoteurs, voir la pupille d'Adi, les trucs, les machins de neuro-ophtalmologie. Mais moi, en tant que chirurgien réfractif, qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse le patient quand tu vois dans le jour, et il intéresse quand tu vois dans la pénombre. Les voitures. Donc, on ne va pas mettre de l'obscurité parce que mon objectif, et je ne la considère pas, je ne la regarde pas parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je m'en fous parce que dans le noir, le malade n'est pas censé voir. Mais pour chaque dossier, je fais la pupillographie. La pupillographie, c'est la mésopique et c'est le jeu pupillaire. Le jeu pupillaire, le changement de la taille de la pupille est très important. La taille mésopique, elle est intéressante quand je fais un traitement monofocal. Lasique myopique, lasique hypermétropique, de loin. Le jeu pupillaire, la photopique mésopique, le jeu pupillaire, il est important quand je fais de la chirurgie de la presbytie, que ce soit avec des implants, que ce soit avec le presbylastique, on va revenir tout à l'heure. Donc, la pupille mésopique, il est كتحكم عليا. Et on a une règle. La règle, c'est que la pupille, l'optique zone, doit être toujours, on va prendre la pupille mésopique, on dit elle est à 0,50. Donc, si la pupille mésopique est de 5,5, il ne faut pas que la zone optique soit inférieure à 6 mm. Sinon, le patient va commencer à sentir des aberrations à cause de la périphérie du traitement. Le traitement, tu m'as dit tout à l'heure des 3D. Quand on a une cornée comme ça, ça fait des feutres. Voilà. Quand on a une cornée qu'on traite, voilà, et j'ai la pupille ici. La lumière, elle va rentrer par la pupille. D'accord? Je vais créer une ablation, comme ça. Bon, on va faire tout ça. Hein. Donc, la cornige d'Adiali. La lumière, quand elle va rentrer, la zone de jonction entre la zone de traitement et la zone non traitée, il y a longtemps, il n'y avait pas de zone de transition. Traitement, et le reste, il y avait beaucoup d'aberrations. Maintenant, on va voir qu'il y a des zones de transition pour réduire justement les aberrations. Mais la taille de la pupille, la pupille, la lumière ne vient pas de. Si je reçois de la lumière d'ici, parce que la pupille est trop large, le patient va avoir des halos, va avoir exactement la même vision d'un patient qui se plaint de cataracte. Et le seul moyen de le traiter, c'est soit de mettre des lentilles rigidosclérales ou de faire un traitement aberrométrique des high order aberrations qui a généré en périphérie. Il n'y a pas d'autre solution. Et ne dites pas au patient, كتشوف 10 sur 10. كنشوف 10 sur 10, mais quand il y a de la lumière, quand ma pupille est serrée. Mais quand je sors conduire, je n'arrive pas à voir. Vous revenez, vous faites l'examen de la pupillographie, vous trouvez que votre pupillographie est large. Et quand vous faites votre le eye trace, qui est un aberromètre qui va vous aider dans ce cas-là, il va vous montrer qu'il y a des aberrations quand la taille de la pupille est élevée. Quand tu mets dans l'obscurité, eye trace, tu peux mettre de la trappe et tu as de la lumière, et tu peux la fermer, tu as de l'obscurité. Quand tu as de l'obscurité, la pupille s'élargit, ce n'est pas de l'obscurité absolue parce qu'il y a de la lumière ambiante, la pupille et le patient a des aberrations énormes. Vous pouvez dire au patient, là, non, traitement, vous avez une sécheresse, vous avez... Non, il faut reconnaître que vous avez fait un traitement trop petit. Donc, quelle est la zone optique idéale? Il n'y a pas de chiffre. La zone optique idéale, c'est la plus grande zone optique possible qui va me permettre une ablation correcte possible. Donc, je suis limité par l'ablation et je vais commencer à réduire l'ablation, mais je suis encore limité par la taille de la pupille. Donc, la profondeur, limitation en supérieur, et la taille de la pupille est une limitation inférieure. Et je peux avoir un patient. عنده كل شيء مزيان.
Et à cause de la taille de la pupille, j'annule le LASIK et je lui fais un implant ICL parce que la zone optique de l'implant ici elle est plus large et ne va pas. J'ai un -5 ou un -6 où je vais avoir une taille de pupille qui est très large. Je préfère lui mettre un implant qui, je sais, a une zone optique large et je ne vais pas traiter la cornée, pas parce que j'ai un intérêt avec X ou Y, mais parce que c'est l'intérêt de mon patient que je mets en premier. La qualité de vision de mon patient qui va passer en premier. Les ablations, c'est très bien, mais attention, la taille de la pupille, elle est primordiale. Si vous ne regardez pas la taille de la pupille, c'est une catastrophe. Et on a des surprises. Et on a l'inverse. On a des petites tailles de pupille, mais la taille de pupille est rare et ne pose aucun problème quand vous faites un traitement monofocal. Aucun problème. Elle vous posera des problèmes quand vous allez faire un traitement multifocal et vous allez avoir besoin que le patient ait une distribution de la lumière, une division de la lumière, une partie au centre, soit un prisme bilasique, soit des implants trifocaux, ou bien quand la pupille s'ouvre un petit peu, quand on regarde de loin, il va voir autour. Donc, la taille de la pupille mésopique, elle est essentielle dans les deux. La taille de la pupille photopique, elle est essentielle dans le traitement quand on fait loin près. Et le jeu pupillaire est très important quand on fait un traitement de presby. On continue. On ne calcule pas la zone de transition, c'est la machine qui nous la donne. Donc là, c'est des cas cliniques, vous allez voir des avant-après. Regardez un cylindre, moins 1,50. Vous allez voir le cylindre qui va diminuer. Et vous allez voir la topographie après la chirurgie. La topographie ne va pas être parfaite. Si on fait une topographie au bout de 3 mois, vous allez avoir des phénomènes inflammatoires, des remaniements, des choses. Et vous allez avoir des petites irrégularités ici. C'est juste le film lacrymal. Parce que ce que je prends, l'image que je prends ici, c'est juste le film lacrymal. Donc, les avant-après, si vous trouvez des petites images qui vous inquiètent, ne vous inquiétez pas, c'est juste la surface, c'est encore récent, il y a des larmes, etc. Dans des petites réfractions comme ça. Zid. OG. Non, il y a quelque chose qui manque ici, il y a un +2 qui manque ici. Jamais j'aurais opéré ça. Donc il y a un +2, c'est au +2. Donc si ici c'est un +2, tu peux l'arranger. Alors, +2, moins 0,50 à 20. Jamais on fait un presby sur un plan, c'est un truc comme ça. Jamais, parce que le patient comme ça, il voit très bien de loin. Ça, c'est un presby pour regarder le profil d'ablation. C'est un profil d'ablation qui va donner l'apparition de quoi? Entre hena ou hena. J'ai bombé le centre de la cornée. La différence. Qu'est-ce que j'ai fait avec le presby? J'ai créé un microkératocone central. Le presby lasique, c'est une création d'un microkératocone central. Je vais modifier la Q-value de la cornée. Donc, attention, ça c'est +2, un hypermétrope. Donc, voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu les profils d'ablation. Et la machine, elle va vous donner les avant-après. Si vous n'avez pas la machine sur place, s'il vous plaît, prenez du temps à calculer. Alors, chauffe. Les erreurs sont évitables. Quand on fait rentrer l'émotion, quand on fait rentrer le marid sakin baïd, le marid bari yftah اليوم, quand on fait rentrer, on zappe tout ça. On croit que c'est facile, on croit que c'est simple. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est pas difficile. Il faut de la rigueur. C'est comme la rigueur des aéroports. Ils ont une rigueur. Tu rentres, tu enregistres, tu as le ticket, tu vas passer à check, ils vont vérifier le ticket, tu vas passer à la douane, ils vont checker, ils vont passer à la police, ils vont te checker que tu vas rentrer à la tu vas après tu vas rentrer, il y a l'hôtesse qui va voir avant que tu montes dans l'avion, et puis l'hôtesse quand tu es dans les escaliers, et puis quand tu t'assois, tu as le ticket en main. Et quand tu descends de l'avion, on va te checker encore, et on va te checker à la sortie, où tu vas encore taper avoir le truc sur le passeport, pour un petit voyage, pour un 3 jours à Paris. Et pour une opération qui va condamner toute une vie, on ne fait pas cette check. Ce n'est pas possible. Notre travail de réfractif, c'est un ensemble de vérifications et de revérifications et de revérifications qui nécessite de la concentration et du temps. Nous, on fait des vérifications. كتفيريفي الاولى وتفيريفي الثانيه على الاولى ومن بعد نجي انا نفيريفي عليهم ويفيريفيو هما مورايا واللي فيريفي كيسني. Et on a 4-5 signatures sur un dossier. Et je suis au bloc, on me montre le dossier, et je le revérifie une dernière fois, et je revérifie le ticket de réfraction, et je vérifie l'ordonnance que j'ai moi signée et que l'orthoptiste a signée aussi.
Parce que, afta le pédale ghalta, j'ai traité X avec le traitement de Y, tbkhrat la cornée. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas difficile. C'est de la rigueur. C'est de la rigueur militaire. Dernier cas, donc on va s'arrêter là. On va faire une petite pause.